Moi, je suis très heureuse de parler devant vous ce soir. C'est un grand plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec vous l'amour pour les livres et les manuscrits qui nous réunissent, j'imagine, tous et toutes. Alors justement, c'est en posant une question qui va paraître tout à fait incongrue entre ces murs, qu'est-ce qu'un livre, que j'aimerais commencer. La question, elle paraît évidemment futile parce que dans la conscience moderne, il y a une façon de penser l'unité matérielle d'un volume imprimé comme étant nécessairement liée à la production intellectuelle d'une œuvre. Mais dans le monde de la manuscriture, dans les manuscrits, il en va tout à fait autrement. Alors que dans le monde moderne, publier un livre, c'est proposer à la lecture un objet unifié, du point de vue de sa facture comme de sa cohérence intellectuelle. Dans les manuscrits, les choses peuvent être assez différentes. Un volume de parchemin peut contenir un grand nombre de textes différents, rassemblés selon des logiques diverses. Alors, certaines de ces logiques paraissent tout à fait habituelles à une conscience moderne, comme par exemple quand il s'agit de réunir des textes philosophiques ou un corpus médical à l'intérieur d'un seul volume, ou encore comme c'est le cas à la fin du Moyen-Âge. Est-ce que ça se défile? Non, ça ne défile pas. Comme ça. Voilà, pardon. À la fin du Moyen-Âge, lorsque des auteurs français comme Guillaume de Machaut ou Christine de Pisan décident de constituer de grands manuscrits qui vont receler, qui vont rassembler toutes leurs œuvres. Donc c'est le cas, par exemple, du manuscrit de Paris, de la Bibliothèque nationale de France, manuscrit français 1584, qui est le livre où Guillaume de Machaut dit qu'il met toutes ces choses, avec ici une table des matières que vous avez sous les yeux et une rubrique qui nous indique que voici l'ordonnance que Guillaume de Machaut veut qu'il ait en son livre. Donc là, nous sommes dans une situation habituelle, c'est l'auteur qui décide ce qu'il y aura dans le livre. Et puisque nous sommes le 14 juin, je vais essayer de parler un peu du rôle des femmes dans le champ littéraire médiéval. Il en va de même pour Christine de Pisan, qui, vers 1410, rassemble elle aussi ses œuvres dans un très très beau manuscrit qui est conservé à Londres, cette fois à la British Library, sur la cote 4431, et qu'on appelle le manuscrit de la reine parce qu'il a été justement offert par Christine de Pisan, comme on le voit sur la toute première enluminure de ce texte, à la reine Isabeau de Bavière, l'épouse de Charles VI. Mais dans d'autres cas, notamment dans les domaines les moins soumis à une autorité bien établie, comme c'est le cas pour la littérature française des XIIe et XIIIe siècles. Donc là, les exemples que je vous ai donnés datent du XIVe et du XVe siècle. Quand on recule un tout petit peu dans le temps, on va rencontrer des manuscrits qui ont des procédures et des tables des matières très différentes de ce cas. Certains de ces manuscrits semblent ne répondre à aucune règle quant à leur contenu, si ce n'est peut-être celle de la fantaisie ou du hasard. Ces manuscrits se font bibliothèque, comme le disait déjà un des premiers éditeurs de textes brefs, textes qui sont tous rassemblés dans un de ces manuscrits bizarres, celui qui est coté 837 à la Bibliothèque nationale de France, manuscrit recueil donc, qui rassemble des œuvres très variées dans une disposition dont on arrive difficilement à comprendre la logique, mais qui, justement, par le voisinage de textes en apparence assez différents les uns des autres, produit une sorte de potentiel de signification inédite. Pourquoi tel récit de miracle est-il copié après ou avant un fabliau plus ou moins grivois? L'image qui se présente à nous en parcourant ces imposants manuscrits, car ce sont vraiment des manuscrits très volumineux,
qui recueille parfois jusqu'à plus d'une soixantaine de textes de longueur et de genres différents. Cette image pourrait être celle du labyrinthe, image qui a déjà été mobilisée par Borges dans Fiction pour parler du célèbre recueil oriental des Mille et une nuits. Borges parle d'un jardin aux sentiers qui bifurquent. Et effectivement, la promenade dans ces manuscrits recueils peut aussi donner l'impression au lecteur et à la lectrice qu'il va s'y perdre, mais peut-être aussi qu'il va trouver des sentiers inusités qui lui permettront peut-être de faire des mises en relation entre les textes qui demeuraient jusque-là inaperçus. Dans cette présentation de ce soir, j'aimerais interroger les implications de ce mode de production livresque pour les textes littéraires français médiévaux, du point de vue de la réception des textes que les manuscrits évidemment mettent en œuvre, mais aussi et surtout du point de vue des interactions que l'on peut percevoir entre la création poétique médiévale et la mise en livre médiévale. La question pourrait être, l'œuvre est-elle à l'origine du livre ou le livre fait-il l'œuvre? Je vais essayer de développer cet exposé en 3 points. Dans un premier temps, je dirai quelques mots sur les images et les usages du livre en littérature française médiévale. Et dans un second temps, je parlerai de l'invention poétique. J'aimerais donner quelques exemples de la richesse et de la fécondité de l'invention poétique médiévale, qui ne repose, j'imagine que chacun le sait, pas du tout sur l'idée moderne d'originalité, mais au contraire repose sur des procédures de reprise constante et d'amplification, ce qui n'appauvrit pas l'art littéraire, mais comme j'aimerais essayer, comme j'ai un peu l'ambition de vous le montrer, plutôt le vivifie. Ce sera aussi l'occasion de montrer que les manuscrits eux-mêmes peuvent participer à ce mouvement d'incessante recréation et même le refléter, voire l'engager. Enfin, dans une dernière partie, si j'arrive jusque-là, j'aimerais terminer avec 2 séries de remarques sur la constitution des grandes sommes romanesques du XIIIe siècle. La grande différence, pour le dire très vite, entre la création poétique au XIIe siècle et celle au XIIIe siècle, c'est la montée en puissance de l'écriture en prose au XIIIe siècle, qui donne notamment lieu à la constitution de ces grandes sommes romanesques comme celle du Lancelot Graal et celle du cycle des 7 sages dont a parlé très généreusement Brigitte à l'instant. J'aimerais aussi, si j'arrive jusque-là toujours, mettre en évidence le rôle que joue le manuscrit dans la gestion de ces écritures sérielles de très grande ampleur. Alors, je commence par mon premier point, image du livre et imaginaire littéraire. Alors, pour des raisons évidentes qui tiennent à l'autorité suprême du livre des livres au Moyen-Âge, à savoir la Bible, mais aussi au prestige des écrits latins issus de l'Antiquité et patiemment recopiés tout au long du Moyen-Âge, l'objet livre joue un rôle important dans l'imaginaire littéraire français. J'en donnerai peu d'exemples, mais voilà un exemple très célèbre que l'on peut trouver dans le prologue d'un roman de Chrétien de Troyes, le roman de Cligès, où le livre sert à désigner la source du récit. Source toujours plus ou moins fictive, nous n'avons aucune assurance que ce que nous dit ici l'auteur-narrateur repose sur une réalité. Cette histoire trouvons écrite que Comté vous veuille et retraire en un des livres de l'Homère, Monseigneur Saint-Pierre à Beauvais. De là fusist conte estrait, dont c'est romans fit Christiens, le livre est mout anciens qui témoigne l'histoire à voir. Donc l'ancienneté et la vérité de l'histoire sont comme qualifiées par la référence à un livre que l'on trouve dans une bibliothèque et que l'on va utiliser pour développer le roman qui repose sur le conte. De manière plus
développée, plus originale peut-être aussi, et nous passons là à l'écriture en prose. Robert de Boron, dans le roman de Merlin, va jusqu'à faire du livre de Merlin une sorte d'évangile du Graal ou d'évangile arthurien, en proposant un couple de dicteurs et de scripteurs représentés sous la forme des deux personnages, Merlin lui-même et son maître Blaise, auquel Merlin dicte le livre que vous êtes en train de lire au moment où vous lisez ces lignes. Et donc Merlin, s'adressant à Blaise, lui dit « Mais crois ce que je te dirai de la foi et de la créance, et je te dirai telle chose que nus homme fort Dieu et moi ne te pourrait dire. » Vous voyez que Merlin se place ici dans une connivence avec la figure divine, et il recommande alors à Blaise d'en faire un livre, si enfin un livre, et maintes gens qui se livrent auront, en seront meilleurs et se garderont de péchier. Et Merlin dit encore quelques lignes plus loin, « Or, pierre, encre et parchemin à dièse, car je te dirai maintes choses que tu ne cuiderois pas, que nus homme poiste dire. » Donc, une sorte d'inspiration divine et de connivence divine qui est à l'origine du roman de Merlin sur le modèle des évangiles. Si certains d'entre vous étaient présents à la belle conférence que Charles Mella a donnée il y a quelques semaines ici, Charles Mella faisait le même type de réflexion sur la sacralisation du romanesque ou du conte dans le conte du Graal, et Robert de Boron s'inscrit tout à fait ici dans la suite et développe l'idée qui apparaît déjà chez Chrétien de Troyes. Le livre est aussi omniprésent dans les enluminures des manuscrits à travers des scènes de présentation du livre, dont certaines ont, je crois, si je me souviens bien, a été présentées déjà par Brigitte Roux lors de sa conférence, des présentations du livre où l'on voit un auteur donner son livre à son commanditaire. Ici, c'est Adenais le Roi, un auteur du XIIIe siècle qui donc offre son livre, et vous voyez la position centrale qu'occupe le livre dans l'image, à son commanditaire. Et Christine de Pisan, on l'avait déjà vu à propos du manuscrit de la Reine, fait de même, se représente à maintes reprises, parce que Christine de Pisan surveille la facture des livres dans lesquels elle fait recopier ses œuvres, se fait donc représenter à maintes reprises dans cette posture de don du livre, de présentation du livre à ses commanditaires. On peut aller même encore un petit peu plus loin, parce que certains textes nous disent que finalement, c'est dans les livres qu'on apprend la vie, c'est notamment dans les livres qu'on apprend à aimer. Il y a une sorte de précédence de la poésie amoureuse à l'égard de l'expérience amoureuse, dont témoigne un texte du XIIe siècle, le conte de Floire et Blanchefleur, qui nous raconte comment deux très jeunes enfants, Floire le païen et Blanchefleur la chrétienne, sont autorisés à aller à l'école ensemble et apprennent à s'aimer dans les livres. Je prends la fin de la citation. « Livres lisouent païenour », donc il lisait des livres venus de l'Antiquité païenne, ou « ouent parlez d'amour », en se formant ce délituent est engin d'amour qu'ils trouvoient. Cieux livres les fimust athées, en autre sens de entramer. C'est dans la lecture des livres que les petits-enfants découvrent que l'affection qui les unit est autre chose qu'une simple affection entre enfants, une simple amitié enfantine. Évidemment, une scène de ce type nous fait immédiatement penser à Dante, qui procède un peu de la même manière dans le 5e chant de son Enfer, lorsque il met son propre personnage sous la conduite de Virgile, il les place à la rencontre des célèbres Paolo et Francesca, les amants adultères qu'il rencontre donc dans ce chant
dans le cercle de la luxure. Et Francesca raconte à Dante comment les deux amants ont découvert leurs sentiments ou ont osé les exprimer en lisant le livre de Lancelot, et plus particulièrement la scène du premier baiser entre Lancelot et Guenièvre. Cette lecture, à plus d'une reprise, nous fait lever les yeux, devenir pâle. Un seul point du roman nous vainquit, quand nous lûmes le rire désiré recevant le baiser d'un tel amant, lui que jamais on ne m'arrachera me baisa sur la bouche tout tremblant. Donc, vous voyez l'importance que prend le livre dans la création poétique sur toutes sortes de plans. Alors, j'en viens maintenant à mon deuxième point. Je fais un petit peu attention à l'heure, pardon. À mon deuxième point sur la fécondité et la créativité poétique des textes des XIIe et XIIIe siècles sur lesquels je resterai concentrée à présent pour la plus grande partie. La création littéraire romane médiévale est ouverte à la circulation des textes entre eux, à l'interpénétration des thématiques et au jeu de l'intertextualité. Elle procède d'une remarquable inventivité et qui repose sur cette pratique incessante de la reprise, de la variante, de la réécriture. On peut par exemple l'illustrer au moyen d'une scène d'un roman en vers du début du XIIIe siècle qui est une histoire d'amour, mais entre l'empereur Conrad et la belle Liénore, mais qui est en même temps une anthologie poétique, puisque dans toute une série de scènes de divertissement, les personnages vont réciter des strophes bien connues de la lyrique contemporaine ou de la lyrique du XIIe siècle. Alors j'ai pris l'exemple très fameux de l'insertion dans le roman de la Rose ou de Guillaume de Dole de Jean Renard d'une très célèbre strophe que l'on doit à au troubadour Bernard de Ventadour. Donc la chanson précédente n'était pas tout à fait terminée lorsqu'un chevalier de la contrée du parage de Dammartin commenta son Poitevin, le Poitevin renvoyant, ici sous une forme un peu francisée, à la langue d'oc. Et s'ouvre alors la fameuse strophe initiale de Convey la Losette à Mauvert, un des plus célèbres poèmes de Troubadour, qui compare l'envol du désir du poète à celui de l'alouette. Je voulais simplement faire remarquer qu'en fait, Guillaume de Machaut, alors là je retourne au XIVe siècle, pardon, dans son Voerdi, procède un peu de la même manière, mais par rapport à sa propre œuvre. Il raconte une sorte d'autobiographie fictionnalisée, pour reprendre le terme de Sarah Jones Williams, en racontant une histoire d'amour entre Machaut vieillissant et sa dame, mais cette intrigue est aussi l'occasion de produire toute une série de lettres, de textes, de ballades en vers et en prose à l'intérieur de cette histoire. Et donc lorsque ce Voerdi est placé dans le manuscrit des œuvres complètes de Guillaume de Machaut, dont je vous parlais tout à l'heure, on a une espèce d'effet de mise en abîme avec un livre qui contient toutes les choses de Guillaume de Machaut et à l'intérieur de ce livre, un livre qui lui-même met en scène les poèmes de Guillaume de Machaut. Alors, ce type de mise en scène textuelle n'est pas le fait seulement des auteurs. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans certains cas, la mise en livre elle-même démontre une sorte de réflexion créatrice de la part du concepteur du manuscrit. Et c'est le cas de manière quasiment exemplaire dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, français 1450, qui est un manuscrit du deuxième quart du XIIIe siècle, dans lequel on va voir se mettre en place une sorte d'histoire littéraire du roman médiéval,
puisque les deux premières pièces qui sont copiées sont le roman de Troie qui raconte la guerre de Troie, suivi du roman d'Énéas qui est une adaptation de l'Énéide de Virgile, de sorte que l'on peut lire dans ce manuscrit les récits de la guerre de Troie, la destruction de Troie et le voyage d'Énée jusqu'à la fondation de Rome. Fait suite ensuite à ce roman d'Énéas, le roman de Brut d'un clerc normand qui s'appelle Vasse et qui lui-même reprend le modèle de l'Énéide pour raconter l'histoire des rois de Bretagne, avec cette fable très fréquente dans les récits d'origine des familles nobles, cette fable selon laquelle les rois de Bretagne descendent d'un descendant d'Énée qui serait parti de Rome, aurait continué le périple occidental de la culture, serait arrivé en Angleterre et aurait conquis l'Angleterre. Elle serait le premier conquérant de l'Angleterre, bien des siècles plus tard. Guillaume, le conquérant, fera un trajet plus court mais un peu semblable. Et voilà donc que ce roman de Brut, qui est l'adaptation d'un texte latin qui raconte la même histoire, est aussi le premier texte français qui nous parle du roi Arthur. Mais ce n'est pas fini, parce que au moment justement où le roman de Brut raconte l'histoire du roi Arthur, le manuscrit va s'interrompre à un moment où le narrateur qui raconte les histoires des différents rois de Bretagne, les histoires des différents rois de Bretagne, nous raconte qu'au cours du règne d'Arthur, il y a eu une période de paix. Certains manuscrits disent mais pas celui-là, disent que cette période a duré 12 ans, un chiffre symbolique, et que pendant cette période de paix advinrent toutes les merveilles et se produisirent toutes les aventures que l'on a si généreusement contées sur Arthur, de sorte qu'elles ont fini par sembler pures affabulations. C'est ce que vous pouvez lire au folio 139 de ce manuscrit. Donc, premièrement, ici, Vasse fait écho à la circulation de nombreuses histoires sur le roi Arthur, qui circulent au moment vers 1150 où il écrit le roman de Brut. Mais le copiste ou le concepteur du manuscrit, lui, il va plus loin parce qu'à ce moment-là du texte de Brut, il va insérer les romans de Chrétien de Troyes. Les romans de Chrétien de Troyes qui racontent justement ces aventures et ces merveilles que Brut laisse un petit peu, que le roman de Brut laisse en plan et que développent tous les romans de Chrétien de Troyes. Donc, au folio suivant, le folio 140, commence le roman d'Érec et Énide, qui se trouve ainsi inséré dans ce manuscrit, dans le roman de Brut. Comme s'il y avait, oui, de nouveau, deux niveaux de lecture possible ou deux niveaux d'affabulation. Et donc on trouve successivement, soit dans leur entier, soit en extrait ou en petite partie, le roman d'Érec et Énide, le Conte du Graal, un texte qui n'est pas de Chrétien de Troyes, mais qui est une continuation du Conte du Graal, puisque, comme vous le savez, le Conte du Graal n'est pas achevé, puis le Cligès, Yvain et Lancelot, et puis ensuite le roman de Brut va continuer. Donc ici, cette invention d'une culture romanesque unifiée est le fait non pas d'un auteur, mais le fait d'un projet de mise en livre singulière qui se sert de textes déjà existants pour créer une sorte d'univers romanesque global, pourrait-on dire. Alors, avec de tels exemples, la tentation est assez forte de se tourner vers le manuscrit comme unité matérielle et intellectuelle de compréhension des textes et des œuvres qu'il recèle. Le recueil donne de précieuses indications sur les contextes de lecture, sur les relations de voisinage, de contiguïté et la présence de réseaux textuels que les manuscrits mettent parfois au jour.
C'est un peu le pari que nous avons fait il y a une dizaine d'années avec deux de mes collègues de l'Université de Genève, Ouaji Azam et Olivier Collet. Nous avons lancé un projet de recherche qui s'intitulait Hypercodex et qui s'intéressait justement à ces grands manuscrits recueils, essayer de comprendre quelles sont les procédures, si l'on peut trouver finalement une sorte de compréhension ou de lecture ou de chemin, essayer de sortir du labyrinthe, si vous voulez, de ces grands manuscrits. Donc c'était là la visée du projet Hypercodex. La philologie, qui est une discipline incontournable de l'étude des œuvres anciennes, lorsqu'il s'agit d'éditer un texte, compare les différentes copies de ce texte pour essayer de trouver la copie la plus fidèle ou la plus pertinente pour l'édition. Mais du coup, elle extrait aussi de son contexte livresque les différentes œuvres. Avec le projet Hypercodex, à partir des travaux de Jacqueline Cerchellini, que vous avez peut-être aussi entendu pendant ce semestre ici à la Fondation Bonne-Mère, sur la fin du Moyen-Âge et sur Guillaume de Machaut, qui lui-même est un maître des recueils, nous avons essayé de focaliser notre intérêt sur ces manuscrits recueils. L'étude de ces manuscrits comme objets culturels consistants, ayant eux-mêmes en tout cas un langage que l'on pourrait essayer d'étudier, a été pour nous un moyen de saisir dans son faire, dans sa fabrication, une réalité assez mêlée et complexe qui est celle de l'évolution non linéaire vers l'idée moderne de livre que recèle l'histoire du manuscrit littéraire français, et on le voit avec les exemples de Guillaume de Machaut et de Christine de Pisan. À la fin de cette évolution, on est tout proche de ce qu'est un livre pour nous. Alors je voudrais en donner ici deux rapides exemples pour montrer la diversité des procédures que mettent en place ces manuscrits recueils. Dans le manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal sous la cote 3142, manuscrit qui a été étudié par Olivier Collet et Ouaji Azam dans un article dont j'ai donné les références sur la dia précédente et qui a fait date. Ce qui est apparu après l'analyse, c'est l'intérêt justement que le dispositif livresque de ce manuscrit attache à la figure de l'auteur. Il y a des œuvres très diverses, d'origine et de genre très différents, mais très souvent, au début de la pièce recopiée, c'est la figure de l'auteur qui apparaît dans les enluminures. Alors j'en ai donné deux exemples, et comme il y a Marie de France parmi eux, je ne me suis pas évidemment privée de reproduire cette enluminure-là. Donc vous avez là l'enluminure qui ouvre les fables de Marie de France, et puis l'enluminure qui ouvre un texte d'Allard de Cambrai, qui est un texte qui s'intitule Le livre de philosophie et de moralité, qui est un texte didactique, s'adressant, un livre de philosophie, mais s'adressant aux laïcs. Et vous voyez que là, dans les deux cas, l'enluminure représente l'auteur au travail, l'auteur en train d'écrire le livre. Donc ici, et ça a été aussi montré plus récemment dans une thèse qui a été soutenue il y a peut-être 2 ou 3 ans à l'Université de Montréal, on est sur le chemin de donner une importance très grande à la figure de l'auteur comme étant la figure qui permet d'identifier, d'autoriser et de structurer le monde littéraire par cette idée qu'il y a quelqu'un qui écrit les textes. Mais exactement à la même époque, dans le manuscrit français 1553, on va trouver une situation complètement différente, dans laquelle, même si certains textes qui sont recueillis dans ce manuscrit, comme par exemple la toute première pièce, le roman de Troie, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a 60 pièces dans ce manuscrit, je ne les ai pas toutes reprises ici.
le roman de Troie a un auteur, c'est Benoît de Sainte-Maure, il est bien connu dans d'autres copies manuscrites, mais ici, les noms des auteurs ne sont jamais cités dans le manuscrit. Donc toutes les pièces sont anonymes et donc c'est à une autre logique que répond ce manuscrit, une logique parfois en partie difficile à comprendre, mais une logique qui parfois propose des groupements assez intéressants, comme ceux que l'on peut percevoir dans la colonne du milieu que j'ai représentée, où l'on voit une série de 4 textes assez proches les uns des autres qui racontent la même histoire, que l'on peut résumer autour de l'incipit du numéro 22, si comme Césaire Tibéris envoya en Jérusalem pour guérison avoir de son mal. C'est l'histoire de ce qu'on appelle aussi le voile de la Véronique, une légende qui tourne autour de l'histoire biblique où une femme vient soigner d'une grave maladie l'empereur Tibère ou l'empereur Vespasien grâce à un suaire ou un linceul qui a touché le corps du Christ et qui va permettre de guérir l'empereur. Or, dans ce manuscrit, on trouve dans le roman des Sept Sages, dans le texte intitulé De Vespasien et dans cette pièce anonyme, on trouve 3 fois la même histoire. Donc, ce qui peut donner à penser sur le caractère éventuellement fédérateur de cette histoire par rapport à certaines parties du manuscrit. Surtout que dans l'histoire des Sept Sages, c'est la seule et unique fois que l'on trouve cette histoire au début du roman des Sept Sages. C'est une spécialité de ce manuscrit-là. Et donc, je montre simplement le premier texte, l'incipit du premier texte, le roman de Troie, où vous voyez que le texte, enfin si vous arrivez à lire, le texte, peut-être sur l'extrait, le fragment, commence directement par le début du texte, Salomon nous dit, etc. Et il n'y a aucune mention, ni ici du titre, ni de l'auteur de cette pièce, hein, comme si le manuscrit se déroulait déroulait les différents textes sans s'intéresser beaucoup à la notion d'auteur, alors qu'il est à peu près de la même période que l'autre manuscrit. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire sur l'invention romanesque et le rôle qu'y jouent les manuscrits dans cette deuxième partie. J'en viens maintenant à la troisième partie, les sommes romanesques et leur mise en livre sérielle. On l'a vu, le manuscrit 1450 reflète l'idée que l'on peut créer des sommes romanesques d'une très grande envergure et raconter des histoires qui commencent avec la guerre de Troie et qui se terminent avec les tout derniers rois de Bretagne, par exemple. C'est un mouvement général. C'est un mouvement général que l'on peut remarquer dans le travail littéraire du XIIIe siècle, avec la montée en puissance de l'écriture en prose. On voit aussi se développer de très grandes sommes romanesques, notamment les sommes romanesques autour du roi Arthur, qui reprennent en partie l'œuvre de Chrétien de Troyes et vont l'amplifier démesurément. Alors, c'est ce que j'ai appelé la création romanesque, un univers en expansion. Alors, je ne vais pas faire de long développement à ce propos-là, je vais simplement prendre un exemple du type de développement, d'expansion que l'on peut repérer dans la création arthurienne, dans la constitution des sommes arthuriennes. Alors,
Je prendrai l'exemple d'une histoire qui circule dans les premiers récits arthuriens et qui font circuler l'idée que la reine Guenièvre a pu être la victime ou la participante d'une affaire d'adultère. On trouve ça dans différents textes qui y font allusion, notamment toujours mon livre des 7 sages, qui a une veine misogyne assez forte et qui accuse justement la femme du roi Arthur d'avoir été adultère. On le trouve aussi dans le roman de Brut sous une autre forme. Ici, c'est le neveu d'Arthur, Mordred, qui, lors d'une absence d'Arthur parti guerroyer les Romains en Gaule, prend à son compte, sur les ordres de son oncle, le royaume, mais va usurper le pouvoir et enlever Guenièvre, ou la forcer en tout cas, à une relation adultère. Ça, c'est le noyau de départ d'une assez grande expansion de ce modèle. Alors, quand Chrétien de Troyes, peut-être sur l'incitation de sa commanditaire, Marie de Champagne, décide d'écrire un récit de passion amoureuse autour des figures d'Arthur et de Guenièvre sur le modèle de Tristan et Iseux. Il va nous proposer la figure de Lancelot, qui lui n'est pas du tout un usurpateur, mais un amant ébloui par la reine Guenièvre. Cependant, Chrétien de Troyes garde quand même l'idée de cette agression à l'égard du pouvoir d'Arthur en nous proposant un personnage qui, dans le petit schéma que vous avez sous les yeux, vous le voyez, prend la place de Mordred et qui s'appelle Méléagant. Et Méléagant, c'est la figure du grand géant orgueilleux qui souhaite s'en prendre au pouvoir du roi et qui va donc insulter le roi Arthur et enlever Guenièvre. Et c'est cet enlèvement de Guenièvre par Méléagant qui va servir de fil conducteur pour toute la quête de Lancelot, qui va se lancer à la poursuite du ravisseur et finir par délivrer la reine Guenièvre en s'opposant à Méléagant. Donc vous voyez que Chrétien de Troyes enchérit sur un modèle qui existe déjà en créant une sorte de double spéculaire entre le bon chevalier et le mauvais chevalier, qui tous les deux sont éblouis par la reine Guenièvre, Lancelot pour le meilleur et Méléagant pour le pire. Dans cette aventure, vous le savez sans doute, Lancelot prouve le caractère tout à fait exceptionnel de son amour pour Guenièvre en préférant son amour justement à son honneur, puisqu'il accepte de monter dans une charrette d'infamie à l'instigation d'un nain qui lui dit que s'il monte dans cette charrette, malgré la honte que cela impliquerait pour lui, il pourrait retrouver la reine Guenièvre. Et donc, balance un petit peu entre la raison et l'amour, mais l'amour l'emporte et Lancelot monte sur la charrette des condamnés. Mais l'affaire n'est pas tout à fait terminée parce qu'il y a encore le roman de Lancelot en prose. Le roman du Lancelot en prose, donc au début du XIIIe siècle, reprend l'histoire de Chrétien de Troyes et va donner lieu à une très grande somme romanesque, plus de 10 volumes chez Drault. Il se saisit donc de la figure un peu évanescente chez Chrétien de Troyes de Lancelot. Lancelot qui est lancé dans l'aventure au début sans qu'on sache très bien quelle est son identité et dont le nom n'est révélé que plus tard dans la narration. Dans le Lancelot en prose, l'histoire commence avant la naissance de Lancelot et raconte son enfance et son arrivée à la cour du roi Arthur et repousse assez loin dans le fil du récit toutes les aventures que Chrétien de Troyes avait rassemblées dans son roman.
Cependant, dès le début de l'intrigue, Lancelot est amoureux de Guenièvre, mais là, de nouveau, l'auteur du roman de Lancelot va procéder à une nouveauté en nous proposant le personnage de Galeot. Galeot qui, dans un premier temps, joue tout à fait le rôle de Méléagant. Galeot, c'est le grand chevalier, très orgueilleux, extrêmement fort, qui a l'intention de conquérir 30 royaumes et de couronner ses conquêtes par une victoire sur le roi Arthur. Il arrive quasiment à son but lorsqu'il fait la rencontre de Lancelot et que, fasciné par la prouesse et la noblesse de Lancelot, il va accepter une chose tout à fait inouïe, alors qu'il est sur le point de vaincre Arthur, il va accepter de se déclarer vaincu. Pour les beaux yeux de Lancelot, si vous voulez, parce que Lancelot le lui demande. Et donc le roman change de la valence de ce personnage et va faire de Galeot, va transformer, grâce à Lancelot, l'usurpateur en allié. Et ce Galeot est précisément le personnage qui va permettre, dans une scène célèbre que rappelle Dante dans l'épisode dont j'ai déjà parlé, le baiser, le premier baiser de Guenièvre et de Lancelot va être permis par la présence bienveillante de Galeot. Donc vous voyez comment les auteurs médiévaux travaillent toujours sur les mêmes motifs, mais en donnant à chaque fois une autre proposition et en compliquant peut-être à chaque étape les différentes propositions narratives, puisque en fait ce que fait Galeot en se déclarant vaincu, il fait la même chose que Lancelot a fait dans Le Chevalier de la Charrette, c'est-à-dire qu'il préfère faire alliance avec Lancelot et se déclarer vaincu, donc se trouver dans une position de honte, une fois de plus, une position peu reluisante, plutôt que d'assumer sa victoire sur le roi Arthur. Donc il devient là véritablement un double du personnage de Lancelot tel que l'avait inventé Chrétien de Troyes. Alors on pourrait continuer longtemps sur la question de cette expansion des romans arthuriens, puisque il y a le Lancelot en prose, mais dans certains manuscrits, on trouve une très très longue somme qui va se déployer et qui va ajouter au Lancelot une quête du Graal, et puis une mort Arthur, et puis encore un roman de Merlin, et puis encore les origines du Graal remontant jusqu'à Joseph d'Arimathie, et puis encore la mort du roi Arthur. Enfin, ça prend des proportions très, très grandes, et on pourrait raconter à peu près la même histoire que celle que je vous ai racontée sur l'évolution des différentes tables, partant de la table ronde de Vasse. On va inventer une table du Graal que ensuite on va référer à la table de la scène du Christ. Et là aussi, vous avez ces mises en série, si vous voulez, qui se déploient. Alors, je passe, pour en venir dans les minutes qui me restent, à la place qu'occupent les manuscrits dans ces effets de sérialité. J'en terminerai par là. Vous voyez que les manuscrits font série, que les livres font série, qu'ils reposent sur des principes de narration sérielle, mais les manuscrits eux-mêmes peuvent renforcer en fait ces effets de sérialité. Alors j'en donne rapidement un exemple, parce qu'il fallait tout de même que je cite un des manuscrits que vous pouvez voir ici dans l'exposition dont Brigitte est la commissaire. C'est justement une histoire du Graal interpolée dans ce manuscrit, qui est un manuscrit cyclique du grand cycle du Lancelot Graal. Dans l'histoire du Graal, donc, qui est le récit qui raconte l'origine du Graal, l'origine christique comme relique de la passion du Graal, le concepteur du manuscrit a décidé d'interpoler des extraits des évangiles
qui viennent renforcer l'histoire de Joseph d'Arimathie, un personnage biblique qui est repris dans l'histoire du Graal. Donc on réintroduit la Bible dans l'histoire du Graal. Et cette réintroduction, ici ce sont les folios 3 et 4 du manuscrit, est tout à fait intéressante. Elles sont signalées par des rubriques. Ici, ci commencent les évangiles. Et sur la page du manuscrit, vous voyez comment ces différentes lettrines enluminées signalent les différents épisodes de la nativité du Christ, alors que d'autres pages du manuscrit ne sont pas du tout aussi richement décorées. Ici, au début de tout le récit de la nativité, vous avez une série de lettrines qui structurent la page et qui reprennent des images traditionnelles des différentes étapes de la nativité. Vous voyez, enfin, vous pouvez deviner ici une annonciation au folio 3. Alors, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous parler tout de même un tout petit peu du roman des 7 sages. Je vais essayer d'être brève pour terminer, pour donner un autre type d'exemple où le manuscrit joue un rôle dans les effets de sérialité. Alors, j'avais prévu beaucoup d'exemples, je m'arrêterai au premier. Donc, nous sommes là dans un cycle très différent de celui du Graal. Dans le cycle des 7 sages, il n'y a pas de Graal, il n'y a pas de Bretagne, il y a peu de merveilles, il y a peu de dames à aimer, peu de grandes passions. C'est un cycle qui commence en tout cas dans un monde très masculin qui est le monde de la clergie. C'est ce que j'essaye d'illustrer avec la première enluminure d'un très beau manuscrit du XVe siècle, le manuscrit français 93 de la Bibliothèque nationale de France. Le premier épisode de ce très grand cycle romanesque est précisément le roman des 7 sages, dont Brigitte a dit quelques mots. Et puis, se sont greffés à ce roman des 7 sages une série de 6 continuations qui créent donc un cycle très, très important. Le manuscrit, dont vous avez une belle enluminure sous les yeux, compte 603 folios, ce qui est tout de même considérable. Nous avons gardé, indépendamment de certains fragments et de manuscrits dont il reste des traces plus ou moins éparses, 4 manuscrits complets de cette somme. 3 ont été confectionnés au début du XIVe siècle ou pendant la première partie du XIVe siècle à Paris, dans des ateliers parisiens assez bien documentés. Nous devons à Richard et Mary Rose un travail très complet sur ces ateliers et aussi l'attribution des manuscrits dont je vous parle à ces ateliers. Donc, il s'agit dans la capitale française de lieux de production de manuscrits, de livres universitaires, mais aussi de grands livres de prestige pour les familles royales ou de la très haute noblesse, dont font partie ces trois manuscrits. Et on connaît 2 de ces ateliers auxquels on peut attribuer ces manuscrits, l'atelier de Thomas de Maubeuge d'une part, et puis je ne résiste pas au plaisir de parler de l'atelier de Richard et Jeanne de Montbaston, puisque là, cette Jeanne de Montbaston nous permet de documenter la présence de femmes dans les librairies, dans la confection des librairies. Elle est documentée dans les archives comme enlumineresse. Donc c'est une femme qui peint des manuscrits. Alors la question de la sérialité dans ce roman des 7 sages et dans ce cycle, je vais l'aborder simplement à travers un point pour ne pas être très longue. C'est le fait que, comme je crois Brigitte l'a déjà dit, le roman des 7 sages est un roman d'origine orientale qui a recours à la technique des récits enchâssés, comme les 1001 nuits.
Nous avons ici un texte qui est du même type que les Mille et une nuits, à ceci près que ça n'est pas une femme dont il faut sauver la vie en racontant des contes, mais c'est un jeune homme qui, comme Hippolyte ou comme Joseph, a été accusé par sa belle-mère d'avoir cherché à attenter à sa pudeur. Je vous avais prévenu, le texte est assez misogyne, en tout cas à son origine. Et donc chaque jour, l'épouse de l'empereur de Rome, qui est le père de ce jeune homme, vient raconter un conte au prince, au roi, donc à l'empereur, pour le convaincre de condamner son fils. Et chaque jour, un des précepteurs du fils vient raconter un autre conte pour essayer de convaincre le roi de ne pas condamner son fils, de sauver la vie à son fils, en tout cas de gagner un jour dans le procès. Alors la question se pose de savoir, dans ce dispositif, vous voyez, sériel, ça dure 7 jours, pendant 7 jours il y a des contes qui sont racontés, comment représenter le récit dans le récit. Alors le manuscrit 22 548 de la Bibliothèque nationale de France, fonds français, 22 548, propose un dispositif assez intéressant et qui se reproduit de jour en jour, dans lequel on voit une scène d'interlocution entre le roi et le sage ou la reine, et puis dans le même plan, dans le même espace, se trouve représenté une sorte de résumé du conte, une pie dans sa cage, dans le premier exemple, avec un homme qui va transpercer l'épi de son épée, je vais y arriver. C'est le conte Avis, conte très misogyne encore une fois. Et l'autre conte que je présente ici, vous le connaissez peut-être, c'est l'histoire de la matrone d'Éphèse, une veuve qui éplorée, qui dit qu'elle va passer le reste de sa vie sur la tombe de son mari. C'est un récit qu'on trouve dans le Satyricon de Pétrone déjà, et passe par là assez rapidement un chevalier qui va malgré tout la séduire, tant et si bien qu'elle va aller jusqu'à déterrer le corps de son mari pour le pendre au gibet, parce qu'on a volé le corps du pendu qui était là et que le chevalier devait surveiller, mais le chevalier s'est un peu attardé auprès de la veuve, tant et si bien que la veuve va monter au gibet et pendre le cadavre de son mari pour sauver le chevalier dont elle est entre-temps tombée amoureuse. Le manuscrit du XVe siècle, donc le manuscrit 93, nous propose quelque chose d'assez intéressant, parce que vous voyez qu'il va utiliser cette structure narrative de l'insertion pour nous proposer un dispositif visuel tout à fait original, avec 2 plans. C'est comme si le tableau se déroulait sur 2 plans. On peut avoir l'impression que c'est une maison dans laquelle il y a 2 chambres. Et vous avez dans la première pièce la scène de récit, enfin la scène d'interlocution, et dans la deuxième pièce, le récit qui se déroule, avec un plus grand développement des actions des personnages, puisque vous voyez qu'ici, on voit la dame, l'épouse du possesseur de la pie, en train de dire du mal de la pie, ce qui va conduire le possesseur de la pie à tuer la pie. Et puis, dans l'autre image, on voit le chevalier donner des instructions à la veuve qui est montée sur une échelle pour pendre le corps de son mari défunt. Donc, et ce dispositif va se répéter tout au long du roman des Sept Sages et vient en fait redoubler le caractère sériel du récit. Alors, je vais peut-être simplement m'arrêter là en soulignant simplement le fait que ce dispositif, on le retrouve 200 folios plus loin,
dans la troisième continuation du roman des Sept Sages, qui recourt de nouveau à des contes enchâssés. Le propos est un petit peu différent. Ici, c'est la future épouse de l'empereur Cassidorus qui vient visiter son amant de nuit. Donc vous voyez l'empereur Cassidorus qui dort dans son lit, et dans ses rêves, il voit apparaître la princesse Elkanah, qu'il a rencontrée par le passé, mais dont il ne se souvient pas, qui vient lui raconter des récits pour l'inciter à partir à sa recherche. Mais le peintre, vous voyez, reprend le dispositif qu'il avait déjà utilisé 200 folios auparavant dans le premier texte. Si on lit la rubrique, on peut lire comment la pucelle conte son conte à Cassidorus en son dormant, du vilain qui priste à femme. Et le vilain est présenté ici, presque, enfin, elle est tenue par l'épaule par la dame. Et ce dispositif de mise de mise en scène, finalement, de l'enchâssement se poursuit longuement dans ce manuscrit, mais je crois qu'il est l'heure, il est temps que je m'arrête. Je vais donc vous laisser, sur cette image, et j'espère avoir réussi à vous montrer, par ce parcours, combien l'art littéraire médiéval est vivace, fécond, et comment, avec quelle ingéniosité, les manuscrits, et donc aussi les scribes, les enlumineurs, les commanditaires, au nombre desquels les commanditaires, je le souligne encore une fois, on trouve de nombreuses femmes, parce que souvent les textes s'adressaient ou avaient des commanditaires femmes, comme Marie de Champagne pour Chrétien de Troyes, comment ces enlumineurs, ces facteurs, mais aussi les commanditaires, accompagnent, renforcent et souvent activent cette dynamique romanesque. Je vous remercie pour votre attention.